Aujourd'hui, je me trouve en Malaisie, à Kuala Lumpur, la capitale, et la semaine prochaine, je serai ailleurs. Mon business Airbnb, lui, sera toujours au même endroit, en train de tourner sans que je sois là. Et dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer en détail comment c'est possible et te dévoiler les 4 piliers que j'ai mis en place avec mon système que j'ai créé depuis bientôt 3 ans. Reste bien jusqu'à la fin, car ces 4 piliers vont te donner une vision globale de comment fonctionne mon business et peut-être déconstruire les idées que tu peux avoir sur le Airbnb. Dans un premier temps, je voulais parler d'une chose qui revient vraiment tout le temps, et qu'on me dit à chaque fois, c'est oui, mais Airbnb, ça demande énormément de temps, il faut être présent, il faut être là s'il y a une coupure d'électricité, s'il y a la machine à laver qui ne fonctionne pas, il y a une fuite d'eau, il y a quelque chose. Voilà, c'est pas un business qui est faisable à distance. Et en fait, ça tombe bien parce que je suis vraiment l'exemple parfait pour contredire ça, parce que j'ai commencé mon business, j'habitais en France. D'ailleurs, je suis toujours basé la plupart du temps en France, et mon business est à Miami, et il tourne 365 jours par an. Donc, comment, c'est ce que je vais vous expliquer. Mais déjà, voilà, il faut vraiment sortir ça de la tête et comprendre que avoir un business, ça ne demande pas forcément d'être tous les jours dans les opérations, d'être tous les jours sur le terrain, loin de là. Avoir cette peur, c'est totalement légitime, hein. Moi-même, quand j'ai démarré mon business, je me demandais mais comment je vais faire. Je me souviens que les premiers appartements que j'ai signé 4 appartements d'un coup pour démarrer. Donc ça, c'était en début 2024. Et je les ai signés à distance. Donc je les avais visités un mois avant, mais ils n'étaient pas encore disponibles. Je les ai signés à distance. Donc j'étais en France et j'ai envoyé l'argent, j'ai signé les contrats via mon mail, sur DocuSign, etc. Et ça me paraissait fou. Je me disais, mais est-ce que c'est pas une arnaque? On a la chance d'être dans l'ère d'Internet, et surtout aux États-Unis où tout est digitalisé beaucoup plus qu'en France. Quand j'ai signé mes 4 premiers appartements à distance, c'est là où en fait j'ai compris qu'à Miami tout serait gérable à distance. Ça a été vraiment un déclic pour moi. Je me suis dit, si je peux signer, démarrer un contrat à distance. J'avais payé quelqu'un qui m'avait aidé à mettre les premiers draps, à faire les premiers ménages. Et j'avais trouvé déjà quelqu'un un peu pour m'aider, pour démarrer le business. Et en fait, j'ai signé, j'ai envoyé l'argent, donc ça c'était à distance. Et mes opérations ont démarré alors que je n'étais même pas présent. J'y suis allé pour la première fois peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore salarié et je ne pouvais pas prendre des congés n'importe quand. Donc dans cette vidéo, on va parler de 4 piliers principaux. Je vais te les détailler tout de suite. Le premier, ça va être les équipes sur place. Comment les gérer, comment les recruter, comment ça se passe. Le pilier numéro 2, ça va être l'automatisation des messages et de la gestion en général. Comment automatiser, comment faire pour avoir une gestion où je n'ai pas besoin forcément d'intervenir. Pilier numéro 3, ça va être comment gérer les prix, comment gérer mon offre sans que j'ai forcément tout le temps d'être dessus. Donc ça passe par le dynamic pricing, quels outils je mets en place, etc. Et enfin, moi, ma partie, donc le suivi à distance, comment je gère tout ça à distance, combien de temps ça me prend, comment je m'organise. Le pilier numéro 1, c'est celui que j'ai mis pas mal de temps à comprendre et c'est probablement ce qui me différencie de 95% des propriétaires Airbnb. Bon, je t'explique ça dans 30 secondes. Mais avant de démarrer sur cette explication, je voulais vraiment rappeler que j'ai démarré ce business pour avoir plus de liberté à la base. Et du coup, c'était très important pour moi de ne pas me créer un deuxième emploi, mais vraiment de me créer un business qui pouvait être géré et automatisé. Ou bien sûr, au début, il va falloir passer du temps parce que quand on démarre quelque chose, il faut prendre le temps de tout comprendre. Il faut vraiment s'imprégner du business, on ne peut pas le déléguer directement, il faut vraiment s'imprégner au début. Une fois qu'on a compris et qu'on devient assez expert, entre guillemets, en tout cas qu'on maîtrise le sujet, c'est important de déléguer pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important pour nous et avoir aussi du temps pour soi. Souvent, les personnes qui font du Airbnb n'ont pas envie de se prendre la tête, elles vont passer par une conciergerie. Alors, la conciergerie, moi j'ai fait le choix personnellement de ne passer par aucune conciergerie. Pourquoi? Parce que j'ai créé en gros ma propre conciergerie. Donc j'ai recruté moi-même les personnes qui travaillent pour moi et qui font en gros le travail que fait une conciergerie. Maintenant, dans certains cas, ça peut être bien si vous avez par exemple peu d'appartements. Donc ça vous coûterait trop cher de recruter quelqu'un pour gérer 2 appartements. Donc vous pouvez peut-être faire appel à une conciergerie à condition que vous arriviez à négocier des prix intéressants. Parce que la conciergerie, ça peut être de 15 à 20, 25, parfois même plus %. Donc ça va vite grappiller vos marges. On est dans un business où les marges ne sont pas énormes. Donc si vous retirez 20% de marge, il ne vous reste pas grand-chose. Donc il faut vraiment étudier vos chiffres. Et vraiment la conciergerie, moi je ne vais pas forcément le recommander dans un premier temps. Maintenant, si dans certains cas précis, si vous arrivez à négocier un bon deal et que aussi vous avez peu d'appartements, ok. Dans mon cas personnel, j'ai fait le choix de créer ma propre conciergerie, en tout cas, c'est-à-dire de recruter des personnes donc pour le ménage, pour la maintenance, pour en gros toutes les opérations sur place. Comment j'ai recruté mes profils? Donc, il faut savoir que déjà au niveau des check-in, donc ça c'est un sujet qui revient souvent. Oui, mais comment tu fais au niveau des check-in pour remettre les clés, etc. Alors, on est en 2026, je ne remets aucune clé.
tous les appartements ont des serrures connectées, avec soit des codes, soit ouverts par le téléphone. Alors ça dépend des immeubles, ça dépend à chaque fois on voit en fonction des immeubles, mais en tous les cas, on n'a aucun checking qui se fait où on remet la clé à la main. Alors oui, il y a ce côté sympa, oui, on remet la clé, c'est plus chaleureux, mais en réalité aujourd'hui, les gens ils veulent surtout quelque chose de pratique, de rapide, et même pour nous, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc tous les checkings déjà, c'est réglé, c'est automatisé. Maintenant, ce qui est des ménages. Donc ça, les ménages, c'est très important et c'est ça qui va coûter un peu cher parce qu'il faut du personnel qui est professionnel dans ce qu'il fait, qui va être fiable, donc qui va venir à l'heure, qui ne va pas te planter le jour où tu as besoin et qui va être efficace, où tu ne vas pas derrière avoir des plaintes. Oui, c'était mal nettoyé, le sol était sale, il y avait des cheveux dans les draps, voilà. Donc tout ça, ça met du temps. J'ai recruté des gens, j'ai viré des gens parce que parfois… ça le fait, parfois ça ne le fait pas. Donc il faut prendre le temps. Mais en tout cas, avec le temps, vous allez forcément pouvoir trouver des personnes qui sont professionnelles et qui vont pouvoir vous délivrer un travail de qualité. Même à distance, en fait, vous n'avez pas besoin d'être sur place pour vérifier. Parce qu'en fait, avec vos clients, vous allez directement savoir si vous avez des plaintes. Vous allez directement, avec les commentaires que vous allez recevoir, se dire, bon, là ça va pas. Donc ça va falloir que j'améliore. Ça, c'est top. Et c'est comme ça qu'on avance. Pour ce qui est de la maintenance, donc à Miami, je pense par exemple changer les filtres à climatisation quand la climatisation ne fonctionne pas, quand il y a un problème de plomberie, quand il peut y avoir tout type de problème. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon professionnel dans ton carnet d'adresses. Et ce professionnel, tu sais que tu peux compter sur lui et qu'il peut intervenir en urgence. Donc moi, j'ai en carnet d'adresses, j'ai un pro pour la climatisation, un pro pour tout ce qui est insecticide par exemple, s'il y a besoin de faire un traitement de cafard, s'il y a besoin de faire un traitement, une société de désinsectisation. Pour ce qui est du plombier, pareil. Donc en fait, il faut avoir vraiment un professionnel. Voilà. Et ces personnes-là, moi, je les remercie parce que c'est elles qui me permettent de pouvoir avoir des opérations rapides. J'hésite pas à bien les payer parce que c'est grâce à ces personnes-là que mon business tourne. Et du fait, vu qu'on a une bonne relation, que je les paye correctement, quand je les appelle, elles sont très réactives et souvent me gèrent le problème très rapidement. Et ça, c'est un énorme avantage. Et je vais vous dire une chose, je pense que même si j'étais sur place, je ne résolverais pas le problème plus vite parce qu'en fait, un problème de climatisation, je suis incapable de le régler. Un problème de plomberie, je ne suis pas vraiment excellent non plus. Donc en fait, ce qui compte, c'est d'être bien entouré. Alors on me dit, oui, mais moi, je connais personne à Miami. Comment tu as trouvé ces professionnels, etc. Et ben moi aussi, à 2 ans, je connaissais personne. Donc le réseau, on se le crée petit à petit, il faut rechercher, on regarde sur Internet, on regarde les avis, on demande autour de soi, on demande à son réseau qu'on va se créer petit à petit. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie du processus normal de créer sa boîte, de trouver les bons partenaires et les personnes avec qui travailler. Et alors, est-ce que je m'y retrouve financièrement? Donc c'est ça la question qui revient souvent. Effectivement, si vous avez 1 ou 2 appartements, je vais vous dire, payez une conciergerie, vous n'aurez aucun problème, elle va tout gérer de A à Z, elle a déjà les contacts, etc. Et elle vous prendra 20%, plus ou moins. Mais quand vous commencez à avoir beaucoup d'appartements, 20%, c'est quand même énorme. Si vous avez 5, 10, 15 appartements, autant avoir votre propre personnel, ou en tout cas votre propre partenaire, même si ce n'est pas des salariés à plein temps, des gens que vous pouvez payer comme des auto-entrepreneurs que vous pouvez payer à l'heure ou à la tâche. Donc moi, je vous recommanderais plutôt ça. Au niveau du rendement, au niveau de mes opérations, je suis à peu près à 10-12%, alors que si j'étais en conciergerie, je serais certainement à 20%, voire plus. Juste pour faire une petite parenthèse, quand j'ai démarré mes 4 premiers appartements, donc j'avais pas encore de personnel de ménage. Donc on m'avait recommandé quelqu'un qui travaillait dans l'immeuble, qui gérait, je crois, une centaine d'appartements dans l'immeuble au niveau des ménages. Donc j'avais fait appel à sa société. Et on a travaillé ensemble pendant, je pense, 2 mois. Il était trop cher pour moi, donc c'était bien pour démarrer. Ça m'a permis de comprendre les systèmes, etc. Au bout de 2 mois, je lui ai fait comprendre que voilà, je lui ai dit merci, mais je ne me retrouve pas financièrement et il va falloir que je trouve une option moins chère. Mais voilà, on est resté en très bons termes. Et bien sûr, quand je lui ai dit ça, j'avais déjà trouvé quelqu'un. Les 2 mois, ça m'avait laissé le temps de trouver quelqu'un à temps plein qui pouvait me gérer tous les jours ces 4 appartements. Et donc, j'ai démarré ensuite en full time avec cette personne que je me souviens, je payais à l'époque, je crois, $500 par semaine et qui me gérait les appartements tous les jours, les 4. Donc après, il n'y avait pas les 4 ménages à faire tous les jours. Parfois, il y en avait un, parfois, il y en avait 2, parfois 0. Mais en tout cas, tous les jours, je pouvais compter sur lui. Je lui payais $500 par semaine et ça me convenait parfaitement. Passons au pilier 2, l'automatisation des messages et de la gestion. Donc tout ce qui est message de check-in, message de check-out, les règles des appartements, et une partie qu'on peut automatiser dans certains immeubles. Donc ça va beaucoup dépendre
de la typologie de l'immeuble. Je vous donne un exemple concret. Il y a un immeuble où on a un check-in obligatoire au front desk. Donc la personne doit venir à l'accueil, présenter son passeport et pour pouvoir entrer. Donc, ce front desk, il demande à ce que chaque voyageur soit enregistré avant son voyage avec sa pièce d'identité. Typiquement pour ce type de voyageur, on va envoyer un message automatique pour dire « Bonjour, merci d'avoir réservé chez nous. Veuillez nous envoyer votre pièce d'identité, votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. » Et donc ça va être un message automatique. Mais ensuite, on va avoir une personne donc qui va être un salarié qu'on appelle en anglais virtual assistant. Donc c'est des personnes qu'on recrute qui sont là vraiment pour parler avec les voyageurs et leur répondre. Et donc ces personnes-là, elles vont prendre la pièce d'identité directement sur l'application Airbnb et faire le mail au building pour leur dire voilà, on va avoir tel voyageur qui va venir de telle date à telle date et voici sa pièce d'identité et ses informations de contact. Ça, c'est dans le cas de certains immeubles. Dans d'autres immeubles, on n'a pas ce front desk où là, on peut carrément dire on envoie un message automatique. Vous êtes l'appartement 105. Quand vous arrivez, vous prenez l'ascenseur, vous allez à tel endroit, vous mettez tel code sur la porte. Et donc là, c'est carrément automatisé à 100%. Il faut qu'il y ait une présence humaine juste s'il y a une question un peu compliquée. Voilà, j'ai un problème, comment fonctionne la machine à laver, ça ne fonctionne pas. Donc là, pareil, on a le virtual assistant qui va être là pour répondre. Donc en parlant de ces virtual assistants, c'est important d'expliquer que donc, nous, on a fait le choix pour le moment de recruter des personnes à l'étranger qui sont en gros des professionnels de virtual assistant et qui vont en gros, ils ont des shifts, donc de telle heure à telle heure, ils sont connectés et ils sont là pour répondre aux voyageurs en moins de 5 minutes. Donc dès qu'il y a une question qui arrive, cette personne connaît tous les appartements. On a en place un fichier avec tous les appartements répertoriés et toutes les informations de tous les appartements. Je vous donne un exemple, on me dit oui, quelle est la taille du lit dans cet appartement. Donc le virtual assistant, il va aller cliquer sur la fiche, il va aller voir et il va pouvoir répondre en un temps record au client. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place parce qu'avant, c'est moi qui le faisais. Mais c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup d'appartements, on ne peut pas répondre à tout le monde à n'importe quelle heure parce que moi, j'ai des appartements sur 3 continents. Donc parfois, j'ai des questions la nuit, la journée. Donc voilà, j'ai mis en place des personnes qui vont pouvoir répondre aux questions sans que je sois là. Je laisse quand même mon téléphone allumé en cas d'urgence pour les appels. Mais sinon, voilà, tout ça, c'est géré et c'est très bien comme ça. Attention, ce que je vous dis là, c'est valable si vous avez 10, 15, 20 appartements. Mais si vous en avez 2 ou 3, vous n'allez pas avoir des urgences tous les 4 matins. Donc moi, ce que je recommande au début, c'est de gérer l'appartement vous-même. Ça va vous permettre d'apprendre, de comprendre tous les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer et de comment y répondre. Et ça ne va pas vous demander un temps fou non plus. Ça va juste vous demander d'être connecté et de répondre le plus rapidement possible en cas de problème. Donc voilà, ce système d'automatisation, il est super important parce qu'il m'a vraiment permis de passer un moment où avant j'envoyais le même message à 50 personnes 50 fois par semaine pour dire oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre pièce d'identité, machin, ou oui, le parking se situe à tel endroit, machin. Maintenant, tout est automatisé, le message part de lui-même. C'est un gain de temps fou et on est aidé aussi avec Airbnb, par exemple, pour mettre en place ce genre de message automatique. Le pilier suivant, le pilier numéro 3, ça va être le dynamic pricing. Donc, qu'est-ce qu'est le dynamic pricing? En français, le prix dynamique. C'est la même chose que j'utilise les compagnies aériennes pour gérer leur prix au niveau des billets d'avion. En gros, c'est un logiciel qui va vous permettre de régler les prix que vous voulez. Donc, vous allez dire, voilà, moi, mon prix moyen, je veux que ce soit $100 par nuit. Je suis prêt à descendre au minimum à 80 et au maximum à 120. Ce logiciel, il va tous les jours mettre à jour vos prix en fonction de la demande. C'est-à-dire qu'il va savoir si tel jour, il y a un concert dans votre quartier, donc il va y avoir beaucoup de demandes, donc le prix va monter. Il va savoir que cette période-là, elle est un peu plus basse, donc il va proposer un prix plus bas pour que vous ne soyez pas booké, que l'appartement ne soit pas vide. Donc en fait, il va toujours ajuster en fonction de l'offre et la demande et de vos paramètres que vous allez créer de base. Donc ça, c'est un logiciel qu'on utilise qui s'appelle Price Labs et qui est vraiment très complet. Il faut savoir l'utiliser au début, il est un peu compliqué à apprivoiser. Et l'erreur que beaucoup de gens font dans le Airbnb, et c'est d'ailleurs la question qu'on pose souvent, oui, mais toi, c'est combien ta nuit? Mais en fait, je suis incapable de dire combien est ma nuit parce que pour le même appartement, je vais le louer parfois à 60-70$ la nuit dans la période basse. Et parfois, au Nouvel An ou quand j'ai des gros événements, je vais pouvoir le louer à 400, 500, parfois même 600$ la nuit pour le même appartement. Donc tout ça pour vraiment expliquer qu'un prix par nuit, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment avoir un prix dynamique en fonction de l'offre et la demande. Et ça, pareil, ça permet de gagner beaucoup d'argent et d'avoir un taux de remplissage beaucoup plus important. Donc, depuis que j'ai mis tout ça en place, j'ai un taux de remplissage à Miami de plus de 95%. Donc on est quasiment full tout le temps. Donc ça aussi, ça permet peut-être de retirer certaines peurs. Il y a certaines personnes qui me disent « ouais, mais si je le loue à 50% du temps, s'il est vide… » Si vous avez le bon prix et la bonne annonce et que tous les paramètres sont bons, il n'y a aucune raison que vous ne louez pas votre appartement
plus de 90% du temps. Le pilier suivant, c'est le suivi à distance. Comment je pilote tout ça, tout ce dont je viens de vous parler à distance et combien de temps ça me prend, etc. Donc ma routine quotidienne, alors moi j'y passe quand même toujours du temps. Je pourrais passer beaucoup moins de temps et déléguer beaucoup plus de choses, mais pour le moment, j'apprécie beaucoup encore être très présent dans l'entreprise. On est quand même dans une phase d'importante croissance. Donc j'apprécie vraiment d'être là au quotidien et de pouvoir suivre ce qui se passe. Je passe en moyenne entre 1 et 3 heures par jour à travailler sur mon business. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est modulable. Au début, vous allez peut-être passer un peu plus de temps parce que vous allez devoir apprendre beaucoup de choses. Et à terme, si vous voulez passer ne serait-ce que 1 heure par jour ou même que 1 heure par semaine, c'est totalement possible. En fait, tout dépend le degré d'implication. Une fois que vous avez le bon système en place et que vous avez les bonnes personnes pour gérer ce qu'il y a à gérer, vous pouvez choisir la durée et le temps que vous voulez passer. Et aussi en fonction de si vous voulez développer davantage votre entreprise ou si vous voulez juste la laisser tourner. Voilà. Il y a 3 indicateurs que je regarde principalement au cours de la journée, donc souvent le matin quand je me lève et le soir avant que je me couche. C'est 1, le taux d'occupation. Est-ce que mes appartements sont bien occupés et sont bookés? 2, bien sûr, les revenus. Combien en chiffre d'affaires, combien on en est? Est-ce qu'on est à peu près dans ce qu'on attendait, dans nos projections? Et 3, les commentaires. Voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de problème majeur, est-ce que les clients sont satisfaits. Donc, quand on voit qu'on a de plus en plus de commentaires positifs, on sait qu'on est dans un système bien et que les mauvaises expériences, ça reste marginal, ça reste l'exception. Voilà, je garde quand même mon téléphone allumé, mais voilà, vous pouvez très bien, demain, si vous n'avez plus du tout envie d'être impliqué dans les opérations, vous pouvez très bien payer quelqu'un qui va devoir faire votre travail. Et cette personne va avoir en charge de gérer toutes les urgences, d'avoir son téléphone allumé, d'être joignable de telle heure à telle heure. Moi, ce n'est pas la décision que j'ai prise pour l'instant. Je reste joignable quand même 24 heures sur 24 en cas d'urgence. Mais j'ai très peu d'urgence, donc ça se passe plutôt bien. Voilà, donc en petit bonus, on me demande aussi souvent les galères que j'ai pu avoir, donc j'en ai eu pas mal. Je ne vais peut-être pas toutes vous les raconter maintenant parce que ça va prendre pas mal de temps, mais peut-être que je ferai une autre vidéo sur les galères que j'ai eues. Pour vous donner quelques exemples, peut-être rentrer un peu plus en détail dans une expérience que j'ai eue. La semaine dernière, j'avais un client qui, je pense, n'était pas normal, et voilà, il ne voulait pas partir de l'appartement. Donc le check-out était à 11h, il ne voulait pas sortir de l'appartement. Donc ça arrive parfois, hein, 30 minutes, 1 heure, pas de souci. Sauf qu'on avait un autre client qui arrivait à 16h et que les heures passaient et mes équipes me disaient il ne veut pas sortir. Et il crie dans l'appartement, il crie, il a l'air d'être un peu fou, en tout cas de ne pas être normal. Il a l'air d'avoir un problème psychologique. En tout cas, il crie dans l'appartement et il ne veut pas sortir. Moi, j'ai géré ça à distance, j'ai appelé l'immeuble, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et les heures passant, on a dû appeler la police pour qu'il le sorte de l'appartement. Voilà. Donc au final, ça s'est bien passé. En plus, on a changé tous les codes. Bien sûr, le code de l'immeuble, le code de l'appartement. Il n'y a pas eu de soucis par la suite. Ça s'est plutôt bien géré. Mais voilà, c'est le genre de soucis qu'on peut avoir. Et j'ai eu plusieurs fois la police qui est intervenue aussi pour d'autres faits, pour aller venir chercher mes clients. C'est déjà arrivé. J'ai eu aussi encore d'autres problèmes. Bon, voilà, c'est normal, ça fait partie du business. Donc il faut être conscient que c'est quelque chose qui est totalement normal. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça arrive 1 fois sur 1000. Donc sur 1000 clients, on va en avoir un, oui, effectivement, on va avoir une grosse galère. C'est normal, c'est comme tout. Je pense que c'est comme dans tous les métiers. Sur 1000 dossiers, il y en a forcément un qui est mauvais. C'est normal. Et même dans la gestion du problème que je viens de vous rencontrer avec la police, au final, même si j'avais été sur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais sorti moi-même? Peut-être pas, je pense pas. Donc je pense que j'aurais fait intervenir la police. Donc au final, encore une fois, même dans le cas de grosses galères, on peut gérer à distance et c'est pas forcément plus compliqué que de le gérer en étant sur place. Donc pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, déjà je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. On a vu les 4 piliers qui pour moi sont vraiment la base de ce business. Donc pour les résumer, une bonne équipe sur place en 1. En 2, l'automatisation des messages et de la gestion. En 3, le dynamic pricing ou le prix dynamique, très important. Et en 4, le suivi à distance et comment gérer et suivre toute sa entreprise à distance. Voilà, il faut savoir que tout ce que je viens de vous partager, c'est des choses, peut-être si j'avais su ça dès le départ, j'aurais gagné des mois, j'aurais économisé beaucoup d'argent sur pas mal de choses. Mais voilà, c'est le genre de valeur, d'expérience qu'on apprend avec le temps. Et aujourd'hui, après presque 3 ans dans ce business aux États-Unis, j'apprends toujours, hein, mais en tout cas, j'ai déjà une vision beaucoup plus claire de comment optimiser et comment faire en sorte que cette entreprise et ce business soient rentables et comment gérer tout ça, tout simplement. Voilà, j'espère que en tout cas toute cette vidéo t'a plu. J'aimerais bien savoir toi en commentaire
quel est ton plus grand frein par rapport à l'automatisation de ce business Airbnb ou par rapport juste à quel est ton frein pour te lancer dans ce business Airbnb. Moi, c'est un business que je recommande vraiment parce que si tu l'organises bien, il te permet de générer de revenus, mais également d'avoir une grande liberté. C'est quelque chose de précieux et je trouve intéressant. En tout cas, moi, je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer en détail comment j'ai recruté à Miami et comment j'ai pu trouver mes premiers appartements. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos de retour d'expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.